À 5h30 par moins 38 degrés, mes parents ont abandonné ma grand-mère de 78 ans et ses valises sur mon porche. Désolé de déranger, a-t-elle murmuré. Retenant mes larmes, je l'ai rentré et ai passé un appel. 15 jours après, il frappait sans arrêt. Je m'appelle Louise Dubois. J'ai 34 ans et je suis infirmière diplômée d'État. À 5h36 précise du matin, le 11 mars 2024, la caméra de ma sonnette a enregistré mes parents déposant ma grand-mère, âgée de 78 ans, sur mon perron comme s'il s'agissait d'un meuble dont ils se débarrassaient. La température était de 3 degrés Celsius. Elle portait sa nuisette et un gilet fin. Ils ont laissé 2 valises, n'ont pas sonné, et sont repartis en moins de 90 secondes. Ma mère m'a envoyé un SMS à 5h52, « Grand-mère est chez toi. Julien a besoin de son espace. Nous savons que tu comprendras. » Ils ignoraient que je conserve des archives de tout. Ils ignoraient qu'en tant qu'infirmière, j'ai l'obligation légale de signaler les maltraitances sur personnes âgées. Et ils ne savaient certainement pas que je documentais discrètement leur traitement de mamie depuis 4 mois. Ce que mes parents pensaient être la solution à leurs problèmes de stress liés à la start-up de leur fils d'or est devenu la plus grande erreur de leur vie. Tout commence le lendemain de leur abandon, 6h36 après leur départ. Mon mari, Marc, me secouait l'épaule. Sa voix était tendue, « Louise, Louise, réveille-toi. Ton téléphone n'arrête pas de sonner. » J'ai tendu la main à travers le brouillard du sommeil. 14 appels manqués d'un numéro inconnu. Puis j'ai vu la notification de notre sonnette Ring, détection de mouvement. 5h36 du matin. Marc était déjà en train d'ouvrir l'application. Nous avons regardé ensemble. Le Honda CR-V argenté, la voiture de mes parents, est entré dans notre allée. Mon père, Georges, est sorti le premier, a ouvert la portière passager, et a aidé ma grand-mère, Eliane, à sortir. Elle bougeait lentement, chancelante. Il a posé 2 valises sur le porche, une à motifs floraux, l'autre marron. Mamie se tenait là, serrant son sac à main, l'air confus. Puis papa est remonté en voiture. Maman n'a même pas tourné la tête depuis le siège conducteur. Temps total d'arrivée à départ, 1 minute et 28 secondes. Marc fixe à l'écran. Louise, est-ce ta grand-mère par 3 degrés? Qu'est-ce que? J'étais déjà en mouvement. J'ai jeté les couvertures, enfilé mon peignoir et couru en bas. Il était 6h12. J'ai ouvert la porte d'entrée. Mamie était assise sur le perron, grelottante, toujours dans sa nuisette fine et son gilet. Elle a levé les yeux vers moi avec des yeux qui essayaient désespérément de ne pas pleurer. Je suis désolé d'être un dérangement, ma chérie. C'est à ce moment que j'ai su que ce n'était pas un malentendu. C'était un abandon. Et pire encore, elle avait été conditionnée à s'excuser pour cela. Marc est arrivé derrière moi avec une couverture. Nous l'avons fait entrer. Je suis immédiatement passé en mode infirmière, car c'est ce qu'on fait quand on aime quelqu'un en crise. On compartimente, on évalue, on agit. Les constantes d'abord. Tension artérielle, 156/92e. Élevée mais pas immédiatement dangereuse. Pouls, 88, légèrement élevé. Température, 35,6 degrés Celsius. Hypothermie, pas sévère, mais elle était restée assez longtemps au froid pour que sa température centrale chute. J'ai vérifié ses mains. Le tremblement de Parkinson était pire que ce dont je me souvenais de Thanksgiving, 8 semaines plus tôt. Je lui ai posé des questions d'orientation de base. Elle savait qui j'étais, savait qu'elle était chez moi, mais quand j'ai demandé quel jour nous étions, elle a hésité, est-ce dimanche? C'était lundi. J'ai ouvert les valises pendant que Marc préparait le thé. Les vêtements avaient été jetés au hasard. Pas de pliage, aucun soin. Au fond de la valise à motifs floraux, j'ai trouvé ces médicaments dans un sac de congélation. Pas dans leur boîte d'origine, juste des pilules en vrac avec des étiquettes manuscrites au stylo de ma mère. Les étiquettes étaient fausses. Je suis infirmière. Je connais les médicaments. La metformine de mamie pour le diabète devrait être de 500 mg 2 fois par jour. Les pilules dans le sac étaient étiquetées 250 mg, la moitié de la dose dont elle avait besoin. C'est là que j'ai trouvé le papier plié au fond de la valise, une liste manuscrite de maman, coût mensuel d'Eliane. Médicaments 120 €, nourriture, estimation, 200 €, charge,
sa part, 180 €. Gêne, inestimable. Au bas de la liste, elle avait écrit le total, 1450 €. Elle avait calculé le coût de l'entretien de sa propre belle-mère comme une ligne budgétaire. Marc a vu mon visage. Qu'y a-t-il? Je lui ai montré. Sa mâchoire s'est serrée. Je conduis là-bas immédiatement. Non, j'ai gardé ma voix stable. On documente d'abord, puis on agit. Je me suis dirigé vers mon ordinateur portable, j'ai sauvegardé les images de la sonnette sur 3 sauvegardes cloud différentes, je me suis envoyé une copie par email avec l'horodatage, 6h45, 11 mars 2024. J'ai fait une capture d'écran du message de ma mère. J'ai ouvert un nouveau carnet, journal d'évaluation médicale, Eliane Dubois. Marc a photographié chaque chose, les valises, les sacs de médicaments, mamie enveloppée dans notre couverture, grelottant encore malgré les 22 degrés de notre maison. Mon téléphone a vibré. Maman appelait. J'ai laissé sonner. La notification vocale est apparue. Je ne l'ai pas écoutée tout de suite. J'étais trop occupé à bâtir une chronologie, car j'avais appris quelque chose en 7 ans de travail à l'hôpital, la documentation est primordiale. C'est la différence entre il a dit, elle a dit et voici ce qui s'est réellement passé. Et ce qui s'était réellement passé, c'était que mes parents venaient de me donner tout ce dont j'avais besoin pour les détruire. Voici ce que vous devez comprendre sur ma famille. Nous avions l'air parfait de l'extérieur. Georges et Diane Dubois, mariés depuis 36 ans. Papa travaillait comme contremaître dans une usine jusqu'à sa retraite l'an dernier. Maman était secrétaire à notre église, la première communauté biblique, le genre d'endroit où tout le monde se connaît et où les apparences comptent plus que la vérité. Ils ont élevé 2 enfants, moi et mon frère Julien. Julien a 5 ans de moins que moi, et dès sa naissance, il était brillant, doué, destiné à de grandes choses. Quand j'ai obtenu mon diplôme d'infirmière à 23 ans et ma licence d'IDE, mes parents ont dit, c'est bien, ma chérie. Quand Julien a abandonné l'université en 3e année pour lancer une société de technologie, ils lui ont organisé une fête et lui ont donné 15 000 € de capital de départ. Cette société a fait faillite en 8 mois. Puis il en a lancé une autre. Elle a aussi échoué. Puis une 3e. Chaque fois, mes parents l'ont sauvé. C'est un visionnaire, Louise, m'a dit ma mère il y a 3 ans à Noël. Toi, tu travailles juste pour quelqu'un d'autre. Il y a une différence. La différence était apparemment que je payais mes propres factures et lui non. Julien a 29 ans maintenant. Il n'a jamais occupé un emploi de plus de 6 mois. Mais il a confiance, il a du charisme, et il a des parents qui croient que le potentiel de leur fils est plus important que la réalité. Ce qui nous amène à mamie. Eliane Dubois a emménagé chez mes parents il y a 6 ans, après la mort de mon grand-père. Elle avait de l'argent provenant de l'assurance vie de papy et de la vente de leur maison, environ 120 000 €. Ce n'était pas une fortune, mais assez pour vivre confortablement ces dernières années. Elle avait 72 ans à l'époque, en bonne santé, indépendante. Elle a emménagé avec maman et papa parce qu'ils lui avaient offert de l'accueillir et parce qu'elle voulait rester proche de sa famille. Les premières années, tout allait bien. Puis les choses ont commencé à changer. Thanksgiving 2023, 4 mois avant l'abandon sur le perron, je suis allé dîner chez mes parents. Mamie était différente, plus mince. Ses vêtements étaient amples. En tant qu'infirmière, je remarquais ces choses. La perte de poids chez les personnes âgées est un signal d'alarme. J'ai demandé à vérifier ses médicaments. Maman est immédiatement devenue sur la défensive, nous gérons très bien, Louise. Tu n'as pas besoin d'arriver ici en jouant les incompétentes. Mais j'ai vu la chambre de mamie. Elle était à côté du bureau de Julien. Les murs étaient fins. Je pouvais entendre Julien au téléphone, lors d'un appel commercial où il essayait de paraître important. Il était bruyant, agressif. Mamie sursautait chaque fois que sa voix montait. J'ai tiré mamie à part dans la cuisine. Tu vas bien ici, mamie? Ses yeux se sont mis à se troubler. Avant qu'elle ne puisse répondre, maman est entrée. Louise, arrête de l'interroger. Elle va bien. Mais ses mains tremblaient. Et ce n'était pas seulement le Parkinson. Un mois plus tard, à Noël, j'ai aidé mamie à configurer les services bancaires en ligne sur son téléphone. Comme ça, tu peux vérifier tes comptes quand tu veux, lui ai-je dit.
Je pensais l'aider à rester indépendante. 2 semaines en janvier, elle m'a appelé, confuse. Chérie, il y a de l'argent qui sort de mon compte et je ne me souviens pas l'avoir autorisé. Peux-tu regarder? Elle m'a envoyé des captures d'écran, 6 virements au cours des 6 derniers mois, 1200 € chacun, tous envoyés à J.E. Dubois. Julien, mamie, as-tu accepté de donner de l'argent à Julien? Il y a eu une longue pause. J'ai peut-être fait. Ton père gère mes finances maintenant. Il a dit que Julien avait besoin d'aide pour son entreprise, mais je ne me souviens pas d'avoir signé quoi que ce soit. J'ai demandé à voir la procuration. Je voulais savoir exactement quelle autorité mes parents avaient sur ses finances. Papa m'a bloqué. C'est réglé, Louise. Ne t'en fais pas. C'est à ce moment-là que j'ai commencé mon dossier privé sur mon ordinateur personnel, préoccupation Eliane, dossier. Je ne savais pas alors que je construisais une affaire juridique. Je savais juste que quelque chose n'allait pas. Et dans mon métier, quand quelque chose ne va pas, vous faites confiance à cet instinct, car au moment où vous avez des preuves, quelqu'un a généralement déjà été blessé. L'appel téléphonique est arrivé à 11h30. Je l'évitais depuis 5 heures, mais maman continuait d'appeler, et finalement j'ai su que je devais répondre. Je l'ai mis en haut-parleur pour que Marc puisse entendre. J'ai appuyé sur enregistrer sur mon téléphone. En Bretagne, nous sommes un État à consentement à une partie. Je n'ai besoin de la permission que d'une seule personne pour enregistrer une conversation. Et je me donnais la permission. Louise? Oh, Dieu merci. Je commençais à m'inquiéter. Sa voix était vive, joyeuse, comme si elle venait de déposer une casserole et non un être humain. Vous avez laissé mamie sur mon perron. Eh bien, oui. Nous savions que nous pouvions compter sur toi pour t'en occuper. J'ai gardé ma voix calme. Vous avez laissé votre belle-mère de 78 ans sur mon perron par 3 degrés sans m'appeler, sans me demander. La gaieté dans sa voix s'est estompée. Nous n'avions pas le choix, Louise. Il y a toujours un choix. Julien est au bord de la crise de nerfs. Son ton est passé en mode victime. Je l'avais entendu 1000 fois. Sa nouvelle start-up est à une phase critique. Il a besoin de calme. Il a besoin d'espace pour se concentrer. Et les besoins de mamie sont. Ils sont trop lourds. Sais-tu ce que c'est? Chaque soir, sa routine de médicaments. Chaque matin, l'aider à s'habiller. Nous sommes épuisés. Vous êtes épuisés. J'ai répété. Alors vous l'avez abandonné. Nous ne l'avons pas abandonné. Nous l'avons amené chez toi. Tu es infirmière. Tu peux gérer ça mieux que nous de toute façon. 47 minutes. C'est la durée de l'appel. 47 minutes de logique circulaire, de gazage mental, et de ma mère réécrivant la réalité en temps réel. Mamie a-t-elle accepté ce déménagement? J'ai demandé. Pause. Trop longue. Elle est d'accord avec tout ce que nous décidons. Elle sait que nous savons ce qui est le mieux. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Louise, ne rends pas les choses difficiles. J'ai raccroché, sauvegardé l'enregistrement. Maman appelle à un 0324.m4 à 47 minutes et 32 secondes de preuve. 3 minutes plus tard, les SMS ont commencé. Maman, 11h58. Tu es égoïste. La famille se sacrifie pour la famille. Maman, 12h03. Mamie peut rester chez toi quelques semaines pendant que Julien installe son bureau. Moi, 12h04. Quelques semaines? Maman, 12h05. Ou plus. Nous verrons. Ne rends pas les choses difficiles. Moi, 12h06. Vous ne m'avez pas demandé. Maman, 12h07. Nous te l'annonçons. C'est ta grand-mère aussi. C'est ce que font les filles, Louise. La santé mentale de Julien compte. Mamie comprend le sacrifice. Pourquoi pas toi? J'ai fait une capture d'écran de chaque message. Puis papa a rejoint la conversation. Papa, 12h14. Ta mère a raison. Nous t'avons élevé mieux que ça, avec cet égoïsme. Mes mains tremblaient. Pas de peur, mais de rage. Marc a pris mon téléphone, a lu le fil, et m'a regardé. Tu sais ce que tu dois faire. Je l'ai fait.
Moi, 12h18. Mamie restera ici de façon permanente. Ne me contactez plus pour la récupérer plus tard. Si vous voulez la voir, demandez-moi d'abord. Nous discuterons plus tard de la raison pour laquelle vous avez pensé que l'abandon était acceptable. 3 appels sont arrivés immédiatement, maman, papa. Puis, pour la première fois en 8 mois, Julien. J'ai refusé les 3. Papa a laissé un message vocal. Je l'ai sauvegardé sans l'écouter jusqu'au bout. Les 10 premières secondes ont suffi. Louise-Marie Dubois, tu n'as pas le droit de dicter les conditions. Elle est notre mère. Rappelle-moi immédiatement. Immédiatement. Un ordre. Comme si j'étais encore une enfant qui devait obéir. Je ne l'étais plus. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai cherché « Loi sur l'abandon des personnes âgées en Bretagne ». Puis « Service de protection des adultes, Rennes ». Puis « Comment prouver l'exploitation financière des personnes âgées ». J'avais une semaine de congés accumulés. J'ai soumis la demande cet après-midi-là. Mon superviseur l'a approuvée en 1 heure. Elle pouvait entendre à ma voix que c'était grave. Pour les 5 jours suivants, j'allais faire ce que je faisais le mieux, évaluer, documenter et construire un dossier irréfutable. Jour 1, 11 mars, 20h. J'ai créé un tableur, chronologie de la santé d'Éliane Dubois. J'ai tout documenté ce que je pouvais observer. Constantes vitales actuelles comparées à la dernière fois que je l'avais correctement évaluée, Thanksgiving, 23 novembre 2023. Poids, 58,5 kg. TA, 138,84e, contrôlé. Hémoglobine glyquée, 7,2, diabète géré. Mobilité, marche avec canne, stable. Cognition, alerte et orientée X4. Aujourd'hui, 11 mars 2024. Poids, 53,5 kg, perte de 5 kg. TA, 156,92e, non contrôlé. Mobilité, instable, faiblesse musculaire significative. Cognition, orientée X3, confuse quant au jour-date. 5 kg perdus en 14 semaines. Pour une personne de 78 ans diabétique et parkinsonienne, ce n'est pas seulement préoccupant, c'est dangereux. Jour 2, j'ai demandé à mamie sa permission pour un examen physique complet. Elle a accepté. Ce que j'ai trouvé m'a glacé le sang. 3 escarres. Stade 2, une sur le bas du dos, 2 sur les hanches. Celle-ci ne se développe pas en une nuit. Les ulcères de pression de stade 2 mettent des semaines d'immobilité et de repositionnement inadéquats pour se former. Atrophie musculaire significative dans les 2 jambes, suffisante pour que je puisse la mesurer. Ses mollets étaient 15% plus petits qu'ils ne devraient l'être pour quelqu'un de sa taille. Ongles longs, jaunis, épais. Personne ne l'aidait pour l'hygiène de base. J'ai tout documenté avec des photographies, des mesures, des notes cliniques. Ce n'était plus de la simple négligence. C'était une preuve médicale de maltraitance prolongée. Puis j'ai trouvé le journal des médicaments. Caché au fond de sa valise se trouvait un cahier à spirale. L'écriture de ma mère. Un journal des médicaments de mamie des 3 dernières semaines. 9 entrées marquées et sautées. Éliane a refusé. 9 doses d'insuline prétendument refusées par la patiente. J'ai montré le cahier à mamie. As-tu refusé ton insuline ces jours-là? Elle avait l'air confuse. Non, je prends toujours mes médicaments. Je ne refuse jamais. J'ai encerclé les dates, lui demandant ce dont elle se souvenait pour chacune. 28 janvier. Je me souviens avoir demandé mon insuline. Diane a dit qu'elle l'apporterait après le dîner. Je ne pense pas qu'elle l'ait fait. 3 février. Je ne me souviens pas du tout de ce jour-là. 10 février. Julien avait des invités. Je suis resté dans ma chambre. Je ne pense pas que quelqu'un soit venu me voir. La patiente n'a pas refusé de médicaments. La patiente s'est vue refuser des médicaments. Jour 3, j'ai appelé le médecin traitant de mamie, Dr. Bernard Leroy. J'avais travaillé avec lui auparavant. Nous avions tous 2 participé à des journées de santé à l'hôpital. Il me connaissait en tant que professionnel. Docteur Leroy, j'appelle au sujet de ma grand-mère, Éliane Dubois. Je suis sa petite fille, mais je suis aussi infirmière diplômée, et je dois signaler des préoccupations.
J'ai gardé un ton clinique. Pas d'accusation pour l'instant, juste des faits. Il a consulté son dossier pendant que nous parlions. Louise, je n'ai pas vu Eliane depuis 4 mois. Ces 3 derniers rendez-vous ont été annulés. Annulés par qui? Laissez-moi vérifier. Les appels provenaient d'eux. Il est indiqué ici que le membre de la famille a déclaré que la patiente refusait de venir au rendez-vous. Ma grand-mère, qui n'avait jamais manqué un rendez-vous médical de sa vie, refusait soi-disant les soins. Docteur Leroy, je regarde Eliane en ce moment même. Elle a des ulcères de pression de stade 2, une perte de poids significative, et des preuves de mauvaise gestion des médicaments. Je ne crois pas qu'elle ait refusé ces rendez-vous. Silence à l'autre bout. Alors je vais faire une note dans son dossier. C'est préoccupant, Louise. Je documente tout. J'aurai peut-être besoin de vos dossiers pour un rapport formel. Vous les aurez. J'ai raccroché et j'ai ouvert un nouveau document sur mon ordinateur, dossier de preuve. Eliane Dubois. 14 pages, 23 pièces justificatives photographiques, une chronologie de 6 mois cartographiant son déclin de santé directement lié au mois passé avec mes parents. 47 preuves cataloguées et croisées. Je l'ai sauvegardé sous Eliane-Dubois-négligence-fal.pdf. Le 16 mars, 22h30. J'ai regardé le fichier PDF pendant un long moment. Ce n'était plus une dispute familiale. C'était une affaire juridique. Demain, je franchissais une ligne que la plupart des gens ne franchissent pas. J'allais signaler mes propres parents à l'État, mais je suis infirmière. J'ai prêté un serment, et ce serment n'a pas de clause d'exception pour la famille. Les relevés bancaires racontaient une histoire que mes parents ne voulaient que personne ne lise. Le 17 mars, après 5 jours de médicaments appropriés et 3 repas équilibrés par jour, j'étais assise avec mamie. Son esprit était déjà plus vif. Drôle d'effet quand on dose quelqu'un correctement. Mamie, pouvons-nous regarder ensemble votre compte bancaire? J'ai besoin de comprendre où est passé votre argent. Est-ce que ça vous convient? Elle a hoché la tête immédiatement. S'il te plaît, je veux tout savoir. Elle s'est connectée. J'ai commencé à télécharger les relevés. 18 mois. Le schéma était évident une fois qu'on savait où regarder. Julien Dubois, 1200 € répétés mensuellement, 6 fois. C'était l'argent dont mamie m'avait parlé. 7200 € au total. Mais il y avait plus. Une ligne de poste chaque mois, fourniture de soins à domicile, 850 €. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé la société de fournitures médicales indiquée sur le relevé. Bonjour, j'appelle concernant la titulaire du compte Eliane Dubois. Pouvez-vous me dire quelles fournitures ont été achetées l'année dernière? Le représentant a vérifié. Je ne trouve aucun Eliane Dubois dans notre système. Pouvez-vous chercher par numéro de compte? Je l'ai lu sur le relevé. Ce compte a été clôturé en 2019. De faux frais. 5100 € sur 6 mois facturés à un compte défunt qui apparaissait bizarrement sur les relevés de mamie. Bref. Ensuite, j'ai trouvé le plus gros, 15 décembre 2023. Retrait de 8500 €, mention, cadeau D. Dubois à Julien. Investissement commercial. Je me suis tourné vers mamie, gardant ma voix douce. Te souviens-tu d'avoir donné 8500 € à Julien en décembre? Son visage s'est effondré. Je me souviens avoir signé quelque chose. Gérard a dit que c'était pour mes soins. Il a dit que j'acceptais de. Je ne sais pas. Il avait tant de papiers. J'ai récupéré des images de ses anciens chèques de 2022. J'ai scanné son permis de conduire. Puis j'ai regardé la signature sur l'autorisation de virement de décembre. Elle ne correspondait pas. La vraie signature de mamie était nette, liée, cursive, des boucles fermes sur le « et » de Eliane, une inclinaison constante. La signature sur le formulaire de virement était tremblante, cassée. Les lettres ne se connectaient pas, et celui qui l'avait falsifié avait mal orthographié son propre nom de famille, écrivant Dubren au lieu de Dubois. J'ai pris des photographies, 3 clichés comparatifs, documenté l'incohérence dans mon journal de preuves. Puis j'ai trouvé autre chose dans la valise de mamie. Cachée sous des nuisettes pliées en 4. Une procuration datée du 3 novembre 2023. Je l'ai montrée à mamie. Elle l'a dévisagée.
Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Ta signature est en bas. Ce n'est pas ma signature. J'ai regardé de plus près. Elle avait raison. Même écriture tremblante que le virement bancaire. Même faute d'orthographe, Dubren. Ils avaient falsifié une procuration pour vider légalement ses comptes. Ce n'était plus seulement de la négligence. C'était une fraude passible de prison. Mais je devais savoir où allait l'argent. Mamie, puis-je consulter ton email? Je veux voir s'il y a d'autres comptes dont nous ne sommes pas au courant. Elle a hoché la tête, m'a tendu son téléphone. S'il te plaît, je veux tout savoir. J'ai cherché dans sa boîte de réception les notifications de compte. J'en ai trouvé une datée du 8 novembre 2023. Bienvenue sur Venmo. Mamie, sais-tu ce qu'est Venmo? Non, je n'en ai jamais entendu parler. Quelqu'un avait créé un compte Venmo en son nom, puis l'avait lié à son compte bancaire. L'argent quittait son compte bancaire, allait sur le compte Venmo qui semblait être le sien, puis Julien le virait à lui-même. Sur le papier, il semblait que mamie envoyait volontairement de l'argent à Julien via Venmo. Mais elle ne savait même pas ce qu'était Venmo. L'historique des transactions s'est chargé. Novembre à février. 6 transferts de 1 200 € chacun à J. Dubois, PDG. Puis, comme une horloge, Julien virait immédiatement cet argent, 600 € vers le site de Paris Sportif Paris Propre, 400 € vers un portefeuille crypto-monnaie et Coinbase, 200 € pour le loyer payé à Georges et Diane. Il prenait l'argent de mamie et utilisait 600 € de celui-ci chaque mois pour payer le loyer de mes parents. Il n'était pas seulement complice, il touchait une partie du butin. J'ai cliqué sur le profil Venmo de Julien, entrepreneur, investisseur crypto, futur Forbes 30 moins de 30 ans. Sa dernière publication datait du 10 mars. La veille de l'abandon sur le perron, une photo de nouvelles baskets. Légende, fais-toi plaisir. Le prix était visible dans le reflet du miroir, 385 €. Il dépensait 385 € en chaussures pendant que ma grand-mère était sous-alimentée et sous-médicamentée. J'ai tout sauvegardé, capture d'écran, PDF, journaux de transactions. Puis j'ai fait les comptes. Mamie avait 120 000 € en 2018 quand elle a emménagé chez mes parents, il y a 6 ans. Maintenant, il lui restait 38 000 €, 82 000 € disparus. Une partie était légitime, ses vrais médicaments, les franchises, les vrais frais de subsistance sur 6 ans. Mais je pouvais prouver qu'au moins 22 500 € étaient de la fraude, les virements Venmo de Julien, 7 200 €, le cadeau falsifié de décembre, 8 500 €, les fausses factures de soins à domicile, 5 100 €, autre retrait suspect que j'avais signalé, 1 700 €. Et ce n'était que ce que je pouvais documenter sur 18 mois de relevé bancaire. Qui sait ce qui s'est passé au cours des 4 années et demie précédentes avant que je ne commence à prêter attention. Je suis revenu au fil de discussion familiale, celui auquel j'avais été ajouté il y a 4 mois lorsque maman avait décidé d'utiliser le chat de groupe pour la coordination familiale. J'ai fait défiler en arrière, trouvant des perles que j'avais négligées à l'époque parce que je ne savais pas ce que je regardais. Maman, 18 novembre 2023, Eliane devient un poids mort. Julien a besoin de sa chambre pour sa nouvelle entreprise. Papa, 2 décembre 2023, nous avons fait notre temps à nous en occuper. C'est le tour de Louise éventuellement. Julien, 25 janvier 2024, peux-tu dire à mamie d'être plus silencieuse le matin? J'ai des appels avec des investisseurs à 9 h. Maman, 14 février 2024, peut-être que nous devrions envisager des maisons de retraite. Oh, attendez. L'argent d'Eliane est épuisé. Peu importe. Papa, 10 mars 2024, 23h52, demain matin, tôt avant que Louise ne se réveille. 23 SMS accablants enregistrés, sauvegardés, recoupés avec les transactions bancaires et la chronologie médicale. Preuve après preuve, s'empilant comme des briques dans le mur qu'ils avaient construit eux-mêmes. Mon téléphone a vibré. Maman, ça fait une semaine, Louise. Nous aimerions rendre visite à mamie ce dimanche, 14 h. À bientôt. Pas une question, une exigence. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai ouvert un autre onglet de navigateur, Service de protection des adultes Bretagne. Signaler la maltraitance des personnes âgées. Il était temps de rendre cela officiel. Le 18 mars, 9h15. J'ai composé le numéro 08 900 000.
Une femme a répondu, ligne d'accueil des services de protection des adultes. Comment puis-je vous aider? Je souhaite signaler des sévices et une exploitation financière envers une personne âgée. Êtes-vous la victime présumée? Non, je suis la petite fille, mais je suis aussi infirmière diplômée, ce qui fait de moi une personne tenue de signaler. Son ton est devenu professionnel, concentré. Je vais devoir recueillir des informations. Cet appel pourrait durer de 30 à 40 minutes. J'ai le temps. J'ai tout fourni, chronologie, preuves médicales, preuves financières, documentation photographique, nom, date, montant, lieu. 38 minutes et 14 secondes. À la fin, elle a dit, Mademoiselle Dubois, d'après ce que vous avez décrit, ce cas sera priorisé comme au risque. Quand devrais-je attendre des nouvelles? Vous devriez vous attendre à ce qu'un enquêteur vous contacte dans les 72 heures. Que se passe-t-il alors? Un enquêteur interrogera la victime présumée et examinera les preuves que vous avez fournies. Si les allégations sont étayées, nous coordonnerons avec les forces de l'ordre et potentiellement le bureau du procureur du district. Cela pourrait devenir une affaire pénale. Oui. Ce que vous avez décrit, en particulier l'exploitation financière et les documents falsifiés, peut constituer des sévices criminels sur personnes âgées en vertu de l'article L221-13 du Code pénal. Elle m'a donné un numéro de dossier, 2024 à 8831. Une dernière chose, Mademoiselle Dubois, n'informez pas les auteurs présumés qu'un rapport a été déposé. Cela pourrait compromettre l'enquête. Compris. J'ai raccroché, noté le numéro de dossier et l'ai classé dans mon dossier de preuves. Puis je suis resté très immobile un instant, car je venais de faire quelque chose d'irréversible. J'avais signalé mes propres parents à l'État. Et une partie de moi, celle qui avait été élevée pour croire que la loyauté familiale comptait plus que tout, avait l'impression de les avoir trahis. Mais l'infirmière en moi, celle qui avait vu ce qui arrive lorsque la maltraitance n'est pas signalée, savait que j'avais fait exactement ce pourquoi j'étais formé, protéger la patiente. Même lorsque la patiente est la famille, même lorsque les bourreaux sont la famille. 68 heures plus tard, quelqu'un a frappé à ma porte. Le 20 mars, 10 heures. La femme sur mon perron était dans la quarantaine, en tenue de ville professionnelle, avec un badge accroché à sa ceinture. Louise Dubois? Je suis Madame Janine Leroy, service de protection des adultes. Je l'ai fait entrer, je lui ai présenté Mamie, qui était assise dans le salon en train de faire un sudoku. Marc avait pris sa journée pour être présent comme témoin. Janine a passé 90 minutes à interroger Mamie. Je suis resté dans la pièce en soutien émotionnel, mais je n'ai pas parlé, sauf si on me le demandait. Eliane, pouvez-vous me parler de la matinée du 11 mars? La voix de Mamie était calme. Je me suis réveillé vers 5 heures. Diane, c'est ma belle-fille. Elle est entrée dans ma chambre et m'a dit, habille-toi. Nous allons chez Louise. J'ai pensé que nous allions simplement lui rendre visite pour la journée. Saviez-vous que vous déménagiez? Non, je ne le savais pas jusqu'à ce que nous arrivions et que Georges laisse mes valises. Puis ils sont partis en voiture et j'ai réalisé. J'ai réalisé qu'ils ne revenaient pas. Comment vous êtes-vous senti? Les yeux de Mamie se sont remplis de larmes. J'avais l'impression d'être des ordures qu'on jetait. Elle a pleuré 4 fois pendant l'entretien. Chaque fois, Janine attendait patiemment, lui tendait des mouchoirs, et lui demandait doucement si elle avait besoin d'une pause. Avez-vous déjà donné la permission à Julien Dubois d'accéder à vos comptes bancaires? Je me souviens que Gérard a dit que Julien avait besoin d'aide, mais je ne me souviens pas d'avoir dit oui. Je me souviens avoir signé des choses que Gérard mettait devant moi. Il disait que c'était pour mes soins médicaux. Compreniez-vous ce que vous signez? Non. Janine a photographié les escarres qui guérissaient maintenant. A pris à nouveau les constantes de Mamie, a pris des notes sur sa tablette. Avant de partir, elle a sorti l'autorisation de procuration de mon dossier de preuves. Elle l'a examiné sous une loupe, a étudié la signature, et m'a regardé. Ceci est frauduleux. Je vais devoir demander à notre analyste de documents médico-légaux de l'examiner. Mademoiselle Dubois, cette enquête est maintenant passée au niveau potentiel de crime. 2 jours plus tard, une autre visiteuse, Dr. Hélène Chauvin, spécialiste en gériatrie, 30 ans d'expérience en soins aux personnes âgées, témoin experte dans 65 cas de maltraitance. Elle a mené une évaluation médicale complète de Mamie, 4 heures d'examen, test cognitif,
Révision des dossiers médicaux. Son rapport faisait 14 pages. J'en ai eu une copie. Extrait clé, la patiente présente des signes évidents de négligence prolongée. Les escarres sont compatibles avec 6 à 8 semaines d'immobilité et de repositionnement inadéquat. Cela correspond à la définition clinique de la négligence criminelle. La mauvaise gestion des médicaments semble délibérée. La tendance au sous-dosage combiné à la perte de poids documentée et aux rendez-vous médicaux manqués suggère une privation systématique de soins pour réduire les coûts. L'évaluation cognitive montre que la patiente est compétente. Score de 28 sur 30. La patiente a la capacité de prendre ses propres décisions. Tous les documents signés sans explication complète ou sous contrainte sont annulables. Selon mon opinion professionnelle, Eliane Dubois était systématiquement maltraitée par des membres de sa famille pour financer d'autres priorités financières tout en maintenant des normes de soins minimales. C'est l'un des cas d'abus coordonnés sur personnes âgées les plus évidents que j'ai évalués. Le 25 mars, j'ai reçu une lettre recommandée. Dossier des services de protection des adultes numéro 2024 à 8831. Constatations étayées. 3 allégations examinées. 3 étayées. Négligence étayée. Exploitation financière étayée. Abandon étayé. Action recommandée, 1. Renvoi à l'unité de maltraitance des personnes âgées du procureur du district du département de la Loire-Atlantique. 2. Ordonnance de protection d'urgence. 3. Soutien à la requête de tutelle. Louise Dubois, pétitionnaire. La lettre faisait 5 pages, officielle, sans ambiguïté. Mes parents avaient été officiellement reconnus coupables de maltraitance sur personnes âgées par l'État de Bretagne. Ce soir-là, à 18h45, ma sonnette a retenti. J'ai vérifié la caméra. Maman et papa sur mon perron. Papa tenait un dossier. Il venait parler du testament d'Eliane. Je n'ai pas ouvert la porte tout de suite. J'ai mis mon téléphone en mode enregistrement audio. La loi bretonne sur le consentement à une partie signifie que je pouvais enregistrer légalement toute conversation à laquelle je participais. Puis je les ai fait entrer. Marc se tenait derrière moi, témoin silencieux. Papa n'a pas perdu de temps. Nous devons discuter de la planification successorale d'Eliane. Non, nous ne le devons pas. Le visage de maman était rouge et ruisselant de larmes. Elle avait pleuré en venant. Louise, s'il te plaît. Nous devons être raisonnables. Raisonnable ? J'ai gardé ma voix plate. Vous l'avez abandonné sur mon perron. Je ne suis pas sûr que vous sachiez ce que ce mot signifie. Papa a ouvert son dossier. Des papiers juridiques. Nous avons consulté un avocat. Eliane doit mettre à jour son testament. Compte tenu des besoins commerciaux de Julien et de nos années de soins, la succession de mamie n'est plus votre préoccupation. Le visage de maman est devenu pâle. Excusez-moi. Les services de protection des adultes ont enquêté. Les 3 allégations ont été étayées. Vous êtes tous 2 nommés auteurs de maltraitance sur personnes âgées. La pièce est devenue silencieuse. Puis papa a explosé. Tu nous as dénoncés au gouvernement ? J'ai signalé la maltraitance. Le gouvernement est d'accord avec moi. C'est de la folie. La voix de maman est devenue plus aiguë. Nous lui avons donné un foyer. Vous lui avez donné des escarres et vous avez volé son argent. Nous n'avons rien volé. C'était des cadeaux. Elle a accepté. J'ai sorti mon téléphone, lu dans mes notes, Eliane Dubois est atteinte de la maladie de Parkinson et de diabète. Vous l'avez sous-médicamenté pour économiser 40 € par mois. Vous avez falsifié des journaux de médicaments. Vous avez falsifié sa signature sur des documents financiers, en orthographiant mal son nom au passage. Son consentement n'était pas seulement contraint, il était fabriqué. Le visage de papa est devenu rouge. Tu n'as aucune idée de ce dont tu parles. Je suis infirmière diplômée. La documentation médicale est littéralement mon travail. Maman s'est remise à pleurer, sanglots de tout le corps. Ça va nous détruire, Louise. Notre réputation à l'église, le poste de retraite de Gérard au district scolaire. Julien a déjà des difficultés. Si ça se sait, tout son avenir. Vous auriez dû y penser avant de transformer votre mère en une ligne sur un budget. Nous étions désespérés, la voix de maman s'est brisée. Les créanciers de Julien appelaient.
Il devait de l'argent à des gens. Des gens dangereux. Nous essayons de le protéger. Alors vous avez sacrifié mamie pour le faire. 23 minutes. C'est le temps qu'ils sont restés. 23 minutes où ils ont alterné entre déni, colère, marchandage, se victimisant. À aucun moment, aucun d'eux n'a présenté d'excuses. À aucun moment, ils n'ont demandé comment allait mamie. Marc s'est finalement exprimé. Vous devez partir. Papa a pointé du doigt moi. Ce n'est pas fini. Vous avez raison. Ça ne l'est pas. Vous recevrez tous les deux une lettre de mise en demeure de mon avocat. Restez loin de mamie. Restez loin de ma maison. Maman a gémi. Elle a réellement gémi. S'il te plaît, Louise. S'il te plaît. Ton père pourrait perdre son emploi. Je pourrais perdre mon poste à l'église. Tout le monde le saura. Tant mieux. J'ai dit qu'il devait savoir qui vous êtes vraiment. J'ai fermé la porte, je l'ai verrouillée. Maman a pleuré sur mon perron pendant 22 minutes d'affilée. Je le sais car la caméra de la sonnette a horodaté chaque minute. Finalement, papa l'a traîné jusqu'à la voiture. Cette nuit-là, j'ai écrit dans mon journal. C'était quelque chose que j'avais commencé à faire pour digérer tout cela. Plus tard, je lirai cette entrée au tribunal. Il pensait que mamie était un fardeau à larguer. Il pensait que je serais trop faible, trop gentille, trop conditionnée par des années de la famille avant tout pour riposter. Ils ont oublié que je suis infirmière. Je gère la vie et la mort tous les jours. Je gère des gens qui mentent sur leurs symptômes, qui cachent la maltraitance, qui privilégient les apparences à la réalité. Je suis formé pour voir à travers et documenter ce qui est réel. Ils ont fait de mamie une transaction. J'ai fait d'elle une priorité. Ils ont fait des calculs. J'ai fait des dossiers. Ils pensaient que la famille signifiait le silence. J'ai appris que la famille signifie la protection, même quand il s'agit de protéger quelqu'un de sa propre famille. 3 jours plus tard, Olivia m'a appelé. Louise, j'ai trouvé quelque chose. Le testament d'Eliane de 2017. C'est la dernière version légalement valide. Il n'a jamais été mis à jour. Et tu en es la principale bénéficiaire. Je me suis assise. Quoi? Julien reçoit 20%. Toi, tu reçois le reste. Il y a même une clause de motivation, je laisse la majorité à ma petite fille Louise qui a montré des soins et une dévotion constante. Elle utilisera ses ressources sagement et avec gentillesse. Mes parents étaient au courant. Oh, ils savaient. J'ai trouvé des emails entre ton père et 3 avocats successoraux différents au cours des 2 dernières années. Ils cherchaient quelqu'un qui l'aiderait à forcer Eliane à le changer. C'est pour cela qu'ils ont mis en place la procuration frauduleuse. Exactement. Ils ne pouvaient pas la forcer à changer le testament, alors ils ont décidé de vider les comptes avant qu'elle ne meure. Ils volaient un héritage qui ne leur appartenait jamais. J'ai eu la nausée. Olivia, je ne veux pas de l'argent. Quoi? Je n'ai pas fait ça pour l'argent. J'ai agi pour la protéger. Louise, je veux créer une fiducie pour les soins de mamie. Et quand elle ne sera plus là, tout ce qui reste ira à une œuvre de charité. Silence à l'autre bout. Vous êtes sérieuse? Complètement. C'est extraordinaire. La plupart des familles se battraient pour ça. Je ne suis pas la plupart des familles. Le 1er avril, un huissier de justice a livré la lettre de mise en demeure aux parents à leur domicile à 10 heures. La lettre faisait 5 pages. Langage juridique, directive claire, cessation immédiate de tout contact avec Eliane Dubois, demande de comptabilité complète des transactions financières, notification de la pétition de tutelle imminente, notification de poursuite pénale potentielle, délai de 15 jours pour répondre. Le 15 avril, à 14h37, 4h30 après la signification, mes parents se sont présentés à ma maison, violant la lettre le jour même de sa remise. Je les ai vus sur la caméra de la sonnette. Je n'ai pas ouvert la porte. Maman sanglotait sur le perron. Papa criait contre la porte. Louise, Louise, nous devons parler. C'est la famille. J'ai entrouvert la porte, la chaîne de sécurité en place. Vous devez partir. Vous violez la mise en demeure. Nous nous fichons bien de cette satanée lettre. Le visage de papa était violet.
Tu ne peux pas nous faire ça. Je ne vous ai rien fait. J'ai protégé mamie. Nous sommes sa famille. Vous avez perdu ce droit quand vous l'avez sous-médicamenté pour économiser de l'argent. Papa a sorti son chéquier. Il l'a réellement sorti, stylo en main. Bien. Que veux-tu? Nous allons rembourser ce que tu penses que nous te devons. Ce n'est pas une question d'argent. Tout est une question d'argent, Louise. Nous pouvons écrire un chèque maintenant. Vous l'avez laissé sur mon perron par 3 degrés. Vous avez falsifié des documents juridiques. Vous avez menti au médecin. Un chèque ne répare pas ça. Maman s'est agrippée au chambranle de la porte. Nous étions désespérés. La vie de Julien était en danger. Ses créanciers. Julien est un accro au jeu de 29 ans. Mamie est une diabétique de 78 ans que vous avez systématiquement négligée. Ces choses ne sont pas équivalentes. Marc s'est avancé. Elle a perdu 5 kg sous vos soins. Ce n'est pas du désespoir. C'est tuer quelqu'un lentement. La voix de papa s'est faite menaçante. Louise, si tu n'abandonnes pas ça, tu le regretteras. Votre avocat devrait vous dire d'arrêter de venir chez moi. Et fermez la porte, je l'ai verrouillée. Maman a hurlé, elle a réellement hurlé, puis s'est effondrée en sanglots. J'ai enregistré l'interaction entière. 15 minutes de mes parents violant un ordre légal, offrant des pots de vin, proférant des menaces. Ils sont restés sur mon perron pendant 22 minutes de plus. Maman pleurait, papa faisait les 100 pas. Finalement, il l'a traîné jusqu'à la voiture. Ce fut la dernière fois que je les ai vus en personne depuis plus d'1 an. Mais Julien avait encore un dernier appel à passer. Le 25 mars, 19h20. Mon téléphone a sonné. Julien, la première fois qu'il m'appelait en 9 mois. J'ai répondu, mis en haut-parleur pour Marc. J'ai appuyé sur enregistrer. Tu as tout ruiné. Pas de bonjour, pas de comment vas-tu, juste des cris. Julien, j'étais sur le point de conclure avec un investisseur. J'avais quelqu'un prêt à mettre de l'argent réel dans mon entreprise. Maintenant, mes parents paniquent. Les policiers posent des questions, et c'est de ta faute. J'ai attendu qu'il ait fini. Tu as fini? Tu es tellement moralisatrice. Mamie allait bien. Elle avait un logement gratuit, de la nourriture gratuite. Elle avait des escarres et des médicaments sous-dosés. C'était des accidents pendant 6 semaines d'affilée. Ce ne sont pas des accidents, Julien. C'est de la négligence. Tu t'es toujours cru meilleur que moi. Non, je crois juste qu'il faut prendre soin des gens au lieu de les utiliser. Quand mamie mourra et que tu n'auras rien de son testament, ne viens pas pleurer auprès de moi. La ligne est devenue morte. J'ai sauvegardé l'enregistrement. Julien TH menace de 5032 M4 11 minutes et 38 secondes de lui admettant qu'il y avait une motivation d'investisseur derrière le besoin de l'argent de mamie, blâmant tout le monde sauf lui-même, et me menaçant concernant l'héritage. 3 jours plus tard, Olivia a appelé. Louise, j'ai trouvé quelque chose. Le testament d'Eliane de 2017. C'est la dernière version légale. Il n'a jamais été mis à jour. Et tu en es la principale bénéficiaire. Je me suis assise. Quoi? Julien reçoit 20%. Toi, tu reçois le reste. Il y a même une clause de motivation, je laisse la majorité à ma petite fille Louise qui a montré des soins et une dévotion constante. Elle utilisera ses ressources sagement et avec gentillesse. Mes parents étaient au courant. Oh, ils savaient. J'ai trouvé des emails entre ton père et 3 avocats successoraux différents au cours des 2 dernières années. Ils cherchaient quelqu'un qui l'aiderait à forcer Eliane à le changer. C'est pour cela qu'ils ont mis en place la procuration frauduleuse. Exactement. Ils ne pouvaient pas la forcer à changer le testament, alors ils ont décidé de vider les comptes avant qu'elle ne meure. Ils volaient un héritage qui ne leur appartenait jamais. J'ai eu la nausée. Olivia, je ne veux pas de l'argent. Quoi? Je n'ai pas fait ça pour l'argent. J'ai agi pour la protéger. Louise, je veux créer une fiducie pour les soins de mamie. Et quand elle ne sera plus là, tout ce qui reste ira à une œuvre de charité. Silence à l'autre bout. Vous êtes sérieuse? Complètement? C'est extraordinaire.
La plupart des familles se battraient pour ça. Je ne suis pas la plupart des familles. Le 10 avril, avec le plein consentement et la compréhension de mamie, nous avons créé la fiducie de soins aux personnes âgées irrévocables Eliane Dubois. Les 38 000 € de ses actifs restant placés en fiducie. Louise comme fiduciaire, pas bénéficiaire. Les fonds utilisés exclusivement pour les soins médicaux, le logement et la qualité de vie de mamie. À son décès, tout ce qui restait serait donné à la coalition de prévention de la maltraitance des personnes âgées de Bretagne. Georges, Diane et Julien Dubois étaient explicitement exclus de toute réclamation contre la fiducie, aujourd'hui ou à l'avenir. Le tribunal l'a approuvé. Dossier numéro CVE 2024-9183. Olivia a également déposé une demande d'injonction permanente. Audience fixée au 25 avril. Palais de justice du département de la Loire-Atlantique. Le 25 avril, 9 h. Juge Patricia Moreau président. 18 ans d'expérience sur le banc. Spécialiste du droit de la famille. Mes parents devaient assister à l'audience. Julien aussi. Ils étaient assis d'un côté du tribunal. Je me suis assise de l'autre avec mamie, qui avait choisi d'assister, et Marc. La juge Moreau a examiné le dossier pendant 7 minutes en silence. Puis elle a levé les yeux. J'ai lu le rapport des SPA, l'évaluation médicale du docteur Chauvin, les preuves financières, les enregistrements. Elle a regardé mes parents. J'ai aussi lu votre mémoire en réponse. Voulez-vous ajouter quelque chose avant que je me prononce? L'avocat de papa s'est levé. Votre honneur, mes clients reconnaissent qu'il y a eu des mésententes concernant les soins d'Eliane. Cependant, ils maintiennent avoir agi au mieux, selon eux, de ses intérêts. Des mésententes, la juge Moreau a répété. Le mot est resté suspendu dans l'air comme quelque chose de pourri. Elle a regardé mon père. Monsieur Dubois, vous avez une fille infirmière diplômée. Avez-vous, à un moment donné, consulté votre fille concernant les soins médicaux de votre mère? Nous avons géré nous-mêmes. Vous avez géré en sous-dosant une diabétique pour économiser 40 € par mois. Vous avez géré en laissant des escarres se former pendant 6 à 8 semaines. Vous avez géré en falsifiant sa signature sur des documents financiers. Papa n'a rien dit. La juge Moreau s'est tournée vers ma mère. Madame Dubois, vous travaillez dans une église. Comprenez-vous ce que signifie le terme témoigner faussement? La voix de maman était à peine audible. Oui, votre honneur. Vous avez falsifié des journaux de médicaments, affirmant qu'Eliane refusait les soins alors qu'en réalité, vous lui refusiez les soins. C'est témoigner faussement, au cas où vous auriez besoin d'un cadre théologique pour votre fraude légale. Puis le juge s'est tourné vers Julien. Monsieur Dubois, que faites-vous dans la vie? Je suis entrepreneur, votre honneur. Que fait votre entreprise? Pause. Trop longue. Nous sommes en phase de développement. Donc, vous ne générez actuellement aucun revenu? Pas encore. Mais pourtant, vous avez dépensé 385 € en basket un jour avant que votre grand-mère ne soit abandonnée sur le perron de votre sœur. De l'argent qui provenait des comptes de votre grand-mère. Cela vous semble-t-il être de la discipline entrepreneuriale? Le visage de Julien est devenu rouge. Il n'a rien dit. La juge Moreau a baissé les yeux sur ses notes. Quand elle a repris la parole, sa voix était de l'acier froid. J'ai présidé le tribunal de la famille pendant 18 ans. J'ai vu la négligence. J'ai vu l'exploitation. J'ai vu des familles se déchirer pour de l'argent. Cette affaire représente quelque chose de pire. C'est une cruauté calculée masquée en devoir familial. M. Et Madame Dubois, vous n'avez pas simplement négligé votre mère. Vous l'avez systématiquement exploitée pour un gain financier tout en externalisant le fardeau de ses soins. Vous avez sous-médicamenté une diabétique pour réduire les coûts. Vous avez falsifié des dossiers médicaux. Vous avez falsifié des documents juridiques. Vous avez abandonné une femme âgée dans un froid proche du zéro plutôt que d'avoir une conversation adulte sur les ressources. Julien Dubois, vous vous êtes enrichi grâce à la capacité diminuée de votre grand-mère tout en ne contribuant en rien à ses soins. Et Louise Dubois, elle a regardé vers moi. Vous avez fait ce qu'ils auraient dû faire. Vous avez protégé quelqu'un qui ne pouvait pas se protéger. Vous avez documenté les abus avec une précision professionnelle.
Et vous avez établi une fiducie qui donne la priorité au bien-être de votre grand-mère plutôt qu'au gain personnel. Vous faites honneur à votre profession et vous êtes un modèle de ce que devrait être la responsabilité familiale. J'ai senti Marc me prendre la main. Ma décision est la suivante. Injonction permanente accordée. Georges Dubois, Diane Dubois et Julien Dubois sont bannis de tout contact avec Eliane Dubois. Distance minimale de 150 mètres en tout temps. Tutelle complète accordée à Louise Dubois. Georges, Diane et Julien Dubois sont définitivement exclus de toute réclamation sur la succession d'Eliane Dubois, actuelle ou future. Cette affaire est renvoyée au bureau du procureur du district du département de la Loire-Atlantique pour examen des poursuites pénales. Nous sommes ajournés. Le couperet est tombé. Maman sanglotait bruyamment. Papa était figé. Julien me fixait avec une haine pure. En sortant, il a sifflé à voix basse, « Tu vas le regretter ». Je n'ai pas répondu. J'ai tenu la main de mamie et je suis passé devant lui comme s'il n'existait pas, car pour moi, il n'existait plus. Plus maintenant. 30 jours plus tard, j'ai reçu un appel d'une personne qui faisait du bénévolat avec ma mère à l'église. Elle murmurait, « Louise, je voulais que tu le saches. Tes parents ont démissionné de tous leurs postes. Les gens ont découvert toute l'histoire. Le pasteur leur a demandé de se retirer. » Une semaine plus tard, mon père a pris une retraite anticipée de son poste à temps partiel au district scolaire, retraite volontaire officielle. Mais j'ai appris par ma cousine qu'il y avait eu des questions. Une enquête. Les parents n'aiment pas apprendre que le concierge a été enquêté pour maltraitance de personnes âgées. Le 3 juin 2024, la déclaration de faillite de Julien est apparue dans les registres publics. Dette totale, 67 000 €. Actifs totaux, 1 200 €. Il avait tout perdu. Et cette fois, maman et papa ne pouvaient pas le sauver. Ils avaient dépensé leurs économies à se battre contre l'affaire des SPA. La retraite anticipée de papa entraînait des pénalités sur sa pension. Ils ont dû quitter leur maison et emménager dans une location plus petite de l'autre côté de la ville. Pas mon problème. Mamie, quant à elle, s'épanouissait. 79 ans, poids remonté à un niveau sain de 57 kg, taux d'hémoglobine glyquée à 6,8, diabète contrôlé, physiothérapie 3 fois par semaine, tremblement de Parkinson stable avec les bons médicaments. Elle a commencé à suivre un cours de peinture à l'aquarelle au centre pour personnes âgées, s'est fait 4 nouveaux amis, a vendu une peinture lors d'une foire d'art locale pour 85 € et était absolument ravie. Tous les jeudis, nous avons des soirées jeux en famille, mamie, Marc et moi. Parfois, notre voisin se joint à nous. Mamie rit maintenant, fait des blagues, vit sans s'excuser. La femme effrayée et confuse du perron a disparu. 1 an et 14 mois plus tard. 11 mars 2025. Premier anniversaire de l'abandon. 5h30 du matin. La caméra de ma sonnette a envoyé une alerte. Mon cœur s'est arrêté. J'ai attrapé mon téléphone, j'ai ouvert la caméra. Une voiture dans l'allée. Ma mère sortait seule, portant quelque chose. Elle a marché lentement jusqu'au porche, a posé une carte de vœux, et a regardé la caméra. Elle savait que je regardais, et elle a murmuré 2 mots, « Je suis désolé ». Puis elle est remontée en voiture et est partie. J'ai attendu 1 heure, je suis sorti, j'ai ramassé la carte, style Hallmark, carte numéro 1847. L'écriture de maman à l'intérieur, « Louise, ça fait 1 an. Nous avons tout perdu. Notre réputation, notre famille de l'église. Julien a dû faire faillite. Gérard a dû prendre sa retraite anticipée. Nous savons que nous ne pouvons pas annuler ce que nous avons fait. Nous demandons, pouvons-nous voir maman juste une fois? Elle nous manque. S'il te plaît, Diane. J'ai apporté la carte à l'intérieur et l'ai montrée à mamie. Elle l'a lue. Long silence. Qu'en penses-tu, ma chérie? Je me suis assise à côté d'elle. Que veux-tu faire? Elle a regardé la carte à nouveau. Ils ont senti ma présence maintenant. Quand j'avais de l'argent, quand j'étais utile, ils voulaient que je parte. Maintenant que je m'épanouis sans eux, ils veulent revenir. Elle m'a rendu la carte. Qu'est-ce que ça te dit sur la raison pour laquelle ils sont vraiment là? J'ai appelé Olivia. Y a-t-il une raison légale pour que mes parents veuillent soudainement contacter mamie? Elle a fait quelques recherches.
Il s'avère que les créanciers de Julien s'en étaient finalement pris aux cosignataires de ses prêts, Georges et Diane. Ils faisaient face à un jugement de 34 000 €. Leurs économies de retraite déjà épuisées par les frais juridiques ne pouvaient pas couvrir cela. Ma cousine m'a envoyé un SMS une semaine plus tard, et, question bizarre. Ta mère a demandé à ma mère si mamie avait reçu de l'argent récemment ou si Louise cachait des actifs. Je pensais que tu devrais le savoir, ils sont en train de pêcher. Ils ne demandaient pas à voir mamie parce qu'elle leur manquait. Ils demandaient parce qu'ils étaient fauchés et espéraient qu'elle pourrait les sauver. J'ai tout dit à mamie. Son visage s'est durci d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Je veux leur écrire une lettre, dit-elle. Tu m'aideras. Le 15 avril 2025. Mamie a dicté. J'ai tapé, à Georges et Diane. J'ai reçu votre carte. Vous dites que vous avez tout perdu. Laissez-moi vous dire ce que j'ai perdu quand j'ai vécu avec vous. J'ai perdu 5 kg parce que les repas étaient irréguliers et insuffisants. J'ai perdu ma mobilité parce que la kinésithérapie était trop chère. J'ai perdu ma dignité quand vous avez calculé ma valeur comme une facture de service public. J'ai perdu ma sécurité quand vous m'avez laissé sur un perron partant de gel parce que votre fils avait besoin de sa chambre. Vous avez perdu votre réputation. J'ai failli perdre la vie. La différence est la suivante, vous pouvez reconstruire une réputation en changeant votre comportement. Je ne peux pas reconstruire l'année de ma vie que vous m'avez volée par négligence systématique. Louise m'a donné quelque chose que vous ne m'avez jamais donné, elle m'a donné un choix. Elle m'a demandé ce que je voulais. Vous ne m'avez dit que ce que je coûtais. Je ne vous pardonne pas. Le pardon est pour les erreurs. Ce que vous avez fait était calculé. L'injonction reste en vigueur. Ne me contactez plus jamais. Nous l'avons envoyé en recommandé. Numéro de suivi 9405-8624-0185-9921. Ils l'ont reçu le 18 avril. Ce soir-là, un numéro bloqué a appelé mon téléphone. Je n'ai pas répondu. Message vocal de maman sanglotant, tu l'as retourné contre nous. Tu as empoisonné son esprit. Nous ne te pardonnerons jamais pour ça. Je l'ai supprimé sans l'écouter en entier, j'ai bloqué le numéro. Ce chapitre était clos. Le 11 mars 2026, deuxième anniversaire. Julien travaille maintenant dans un centre de distribution Target. 16,50 € de l'heure. Ses réseaux sociaux sont supprimés. La dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles, il sortait avec quelqu'un de nouveau. Il ne lui avait rien dit de son passé. Georges et Diane vivent dans une petite location, 1200 € par mois. Gérard fait des travaux de conciergerie à temps partiel dans un autre district scolaire. Diane ne fait de bénévolat nulle part. Aucune organisation ne veut d'elle une fois qu'ils ont cherché son nom sur Google. Ils envoient une carte de Noël chaque année. Je la retourne sans l'ouvrir. Eliane a eu 79 ans le mois dernier. 14 personnes sont venues à sa fête au centre pour personnes âgées. Elle suit maintenant un cours d'aquarelle avancé, adore les podcasts de romans policiers, en particulier un appelé Criminel. Elle note les blagues de Marc comme étant un 3 sur 10. Avec amour, Marc et moi avons construit un jardin accessible aux fauteuils roulants dans notre arrière-cour. Mamie s'en occupe tous les matins quand il fait beau. Elle vit avec nous de façon permanente. Une chambre au rez-de-chaussée de 12 pieds sur 14, environ 3,6 mètres x 4,2 mètres, fenêtre donnant sur le jardin. Ce matin, à 5h36, heure exacte il y a 2 ans, j'ai vérifié ma caméra de sonnette. Le perron était vide. Pas de valise, pas de femme âgée grelottante laissée comme des ordures. À 8h, la sonnette a retenti. Le facteur avec un colis. La commande de fourniture d'art de mamie. De nouveaux pinceaux. Un set de 6 alizarines cramoisies. Sa préférée. Les gens me demandent parfois si je regrette. D'avoir signalé mes parents, d'avoir déchiré la famille. Voici ce que je leur réponds, ils ont déchiré la famille quand ils ont choisi le confort de Julien plutôt que la sécurité de mamie. Quand ils ont choisi l'argent plutôt que sa santé, quand ils ont choisi leur réputation plutôt que de faire ce qui était juste. Je n'ai rien déchiré. J'ai juste refusé de les aider à le cacher. Mamie n'a jamais été un fardeau. C'est une femme de 79 ans qui aime l'aquarelle, les podcasts et les blagues terribles.
C'est une personne. Le fardeau était leur cruauté. Et je ne porte plus ça. Certains fardeaux vous apprennent ce qui compte. Certaines personnes n'apprennent jamais. Mais ceux qui apprennent, ils ont le droit de regarder les personnes qu'ils ont protégées s'épanouir.